Oui, donc je m'appelle Jacques Fontenille, je suis limousin, probablement de très longue date dans ma famille, et j'ai été destiné, de par le début des études que je faisais, à devenir instituteur et professeur. Je suis toujours, au moins dans l'esprit enseignant, puisque maintenant je suis émérite à la retraite, mais très vite j'ai éprouvé le besoin d'accompagner le travail d'enseignement, de recherche sur les domaines dans lesquels j'enseignais. Et j'ai écrit mes deux thèses alors que j'étais dans l'enseignement secondaire. Et là, ça a provoqué quand même une certaine tension et une pression. Je me rendais compte que il fallait que j'évolue pour pouvoir faire les deux en même temps, l'enseignement et la recherche. Et au fond, l'endroit le plus approprié pour ça, c'est l'université, puisque l'université est destinée à la fois à produire des connaissances et à les transmettre. Donc je suis entré à l'université, ça c'était en 83, et je ne l'ai pas quitté depuis, sauf que maintenant, l'âge m'a rattrapé. Je suis toujours un peu en activité en recherche en tant que professeur émérite, mais je n'exerce plus les fonctions pleinement en étant à la retraite. La recherche était pour moi et toujours une activité vitale. C'est ce qui me tient intellectuellement et aussi c'est ce qui me permet de m'exprimer, de découvrir des sujets nouveaux, comme par exemple celui dont on va parler, les nudges, et je dirais comment je les rencontrais et pourquoi. Alors je dois dire que dans cette période, longue période où j'ai été professeur à l'université, j'ai exercé beaucoup de fonctions, toutes celles qu'il était possible d'exercer dans l'esprit des charges communes, en quelque sorte, et des activités communes, y compris celle de président d'université, et puis même ensuite au cabinet de la ministre Fioraso, avec le sentiment que ça faisait partie du métier. Voilà, il fallait se donner dans toutes les occasions possibles, chaque fois qu'elle se présentait comme compatible avec le métier ou inspiré par le métier. Et ça m'a donné le goût, à un moment donné, non pas de faire de la politique, mais de réfléchir à la question politique et de voir quelle pouvait être la contribution de ma propre recherche à ces questions politiques, et en particulier à la conception et à la mise en application des politiques publiques. Puisqu'on sait très bien que c'est pas trop difficile de concevoir des politiques publiques, encore qu'on puisse se tromper, mais c'est beaucoup plus difficile de les mettre en application et de les mettre en œuvre. C'est là qu'interviennent ensuite les nudges. Donc, dans le cadre de ce métier, j'ai beaucoup écrit, bien sûr des choses spécialisées techniques, ça m'a donné beaucoup de plaisir. J'ai formé beaucoup d'étudiants en doctorat et en maîtrise, et enfin, pendant les différents diplômes. Ça aussi, ça m'a vraiment passionné. Et je dois dire que je me suis aussi beaucoup plu dans l'exercice des différentes fonctions que j'ai exercées. Certaines un peu plus longues que d'autres. Enfin, quand on est président de l'université, on peut durer 4, 5, 6 ans. Quand on est directeur de cabinet d'une ministre, on peut garder plus d'un an et demi, 2 ans. Il vaut mieux passer la main rapidement avant d'être détruit. Voilà, donc toutes m'ont procuré des intérêts, des satisfactions très diverses. Et je dis encore une fois, avec une accentuation progressive de mon intérêt pour la chose publique. Alors que j'ai commencé au fond comme linguiste littéraire. Hein, voilà, au début, je travaillais sur des textes littéraires, ensuite j'ai travaillé sur des textes plus généraux, puis sur des images, puis sur des... Voilà, et j'ai un peu élargi le champ jusqu'à ces derniers temps où je m'intéressais au comportement à l'égard des politiques publiques. Un sujet qui est tout à fait d'actualité quand on voit comment il faut gérer le comportement de nos concitoyens à l'égard des politiques sanitaires. Il faut commencer par définir de quoi on parle. Le nudge, la traduction de l'anglais nudge littéralement c'est coup de coude. En français un coup de coude c'est plutôt un signe de connivence, donc on dira coup de pouce. Hein. Un coup de pouce, c'est-à-dire une aide ponctuelle pour encourager quelqu'un à modifier son comportement. Alors, d'où ça vient ? Dans les politiques publiques, mais aussi dans les démarches commerciales, mais parlons principalement des politiques publiques, tous les gens qui en conçoivent se rendent compte que donner de l'information massivement aux intéressés, communiquer,
faire de la formation, prescrire, obliger, sanctionner, pénaliser, ça ne suffit pas à inciter la quasi-totalité des intéressés à changer de comportement. Donc on sait bien que quelqu'un qui fume, par exemple, on peut lui expliquer qu'il risque le cancer, on peut lui expliquer qu'il risque toutes sortes de maladies, on peut lui montrer des images détestables des personnes qui sont touchées par ces maladies. On peut faire beaucoup de choses en termes d'information, de communication, de pression, etc. On peut augmenter le prix du tabac, on peut faire payer des amendes quand on fume là où il ne faut pas. On arrive à canaliser la tabagie, certes, à la faire diminuer, mais on ne l'éradique pas. Et on pourrait dire de manière générale de beaucoup d'autres pratiques et comportements quotidiens. La question est décisive en matière de santé. Elle l'est aussi pour tout ce qui touche l'environnement. Elle l'est pour tout ce qui touche les transports. Et il y a toutes sortes de conduites et d'habitudes qui sont enracinées dans la population. Et chez moi comme chez vous, enfin, autrement dit, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est notre lot quotidien. Et il est très difficile de faire basculer le comportement dans un sens qui serait, disons, plus conforme au bien collectif et même à l'intérêt individuel. Donc, dans les débuts du XXIe siècle, donc au début de ce siècle, des chercheurs américains de l'école de Chicago, des économistes et psychoéconomistes, ont imaginé et théorisé une méthode pour inciter. Donc cette méthode pour inciter consiste à s'appuyer sur une connaissance fine, non seulement de la psychologie humaine, mais de la psychologie sociale qui gère en quelque sorte et qui caractérise les comportements aussi bien individuels que collectifs, pour faire proposer des démarches qui soient satisfaisantes. Je prends un exemple tout de suite qui concerne la santé. Il y a bien longtemps, les maisons dites maisons de retraite ont inventé, avec l'appui des pouvoirs publics et à la demande des pouvoirs publics, des structures d'accueil temporaire pour les personnes qui, en raison de l'indisponibilité de leur famille, en raison de, que sais-je, enfin des circonstances de la vie, avaient besoin, pendant une semaine, pendant 15 jours, ou bien à la suite d'une maladie, en convalescence, que sais-je, pour toutes sortes de raisons, avaient besoin d'un séjour de courte durée, une prise en charge dans des maisons spécialisées. Ça a mal marché, ces maisons ont été peu utilisées, et les études qui ont été faites ont montré que les intéressés ne faisaient pas vraiment la différence entre entrer en maison de retraite et accéder à un accueil ponctuel en fonction des besoins, et donc avaient le sentiment qu'ils mettaient le pied dans un dispositif qui les arrachait progressivement, sinon définitivement, de leur domicile. Et alors, l'idée, elle n'est pas très compliquée, mais elle a changé l'esprit de la démarche. Elle a consisté à proposer un essai gratuit. C'est-à-dire, venez essayer, vous n'aurez rien à payer, vous ferez l'expérience, quand vous aurez fini, vous quittez, on n'en parle plus, si vous voulez recommencer, vous aurez vraiment pu comparer avec la situation plus ou moins compliquée dans laquelle vous seriez retrouvé si vous n'aviez pas fait l'essai. Donc, la notion d'essai gratuit est vraiment typique d'un nudge, puisque ça consiste à proposer une sorte de parenthèse dans l'espace et dans le temps qui ne rompt pas avec l'habitude. Il n'est pas question de quitter son domicile, on est toujours attaché à son domicile, on ne le quitte pas, on ne s'en sépare pas, on va juste faire une petite expérience, comme on irait passer une semaine en vacances au bord de la mer ou ailleurs. Alors là, ça a provoqué un changement d'attitude. Et l'idée d'y revenir de temps en temps, sans qu'il y ait de rupture avec le domicile, elle s'est petit à petit installée parce que on a permis aux intéressés, c'est les personnes âgées,
de faire l'expérience de la compatibilité entre vivre au domicile et aller dans cette maison d'accueil. Donc, construire un nudge, ça consiste à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas, à voir concrètement avec les intéressés, à faire des enquêtes, à analyser, ensuite à imaginer des solutions. Alors bien entendu, celle-ci, elle a été imaginée parmi plusieurs autres, les tester, les soumettre à des évaluations, à des réactions, à des avis de gens du terrain, etc. Et puis, une fois qu'on a fait le choix d'une, on fait l'expérience sur un terrain plus large. On choisit par exemple une demi-douzaine de maisons qui pendant 6 mois ont fonctionné sur ce principe-là, qui a été retenu, et puis on verra les résultats. Donc c'est une longue... Enfin, au début, c'était quelque chose comme une solution magique. Et puis on s'est bien rendu compte que ça ne pouvait pas être la solution magique que quelqu'un trouvait tout seul dans sa tête et appliqué comme ça à des milliers de gens. Il fallait une procédure qui implique les personnes. Donc voilà un exemple de nudge qui, par le choix on dirait une tactique, hein, une solution qui est le coup de pouce, en effet, va permettre de faire basculer le comportement sans que on ait forcé en aucune manière le choix de la personne. Alors c'est un peu délicat, est-ce qu'on l'a pas un peu forcé, est-ce que il y a de toute façon comme une odeur de manipulation dans cette affaire, mais c'est une odeur de manipulation qui concerne quelque chose qui va dans le bien de la personne et en même temps qui ne l'empêche pas de refuser s'il a envie de refuser. Et je prendrai un autre exemple qui est très très courant dans les nudges, c'est celui de la solution par défaut. Donc vous êtes habitué dans une génération comme la mienne à payer vos impôts, à déclarer vos revenus pour payer vos impôts sur des imprimés. Donc ça fait 20 ans que vous faites ça, ou 30 ans, vous faites des imprimés, et puis un jour, vous voyez apparaître la possibilité d'une déclaration en ligne. On regarde, puis finalement c'est amusant, ça a l'air assez facile. Ceux qui ont envie de jouer le jeu le font, mais personne n'est obligé, puisque la déclaration par imprimé, manuscrite, reste toujours d'actualité, et même c'est le principal moyen offert par tout le monde. Il y a eu une période intermédiaire où elle était déjà pré-remplie. Donc c'était une transition. Alors, l'idée même d'une transition, hein, ça fait partie des nudges aussi. Donc on va faire en sorte que le nouveau comportement ne soit pas une rupture brutale par rapport au précédent, mais on a quelque chose qui ressemble à une transition. Autrement dit, l'imprimé, on va le retrouver sous forme pré-remplie sur son ordinateur. Alors après, remplir en ligne, c'est autre chose. Eh bien, c'était dans les années 2000, avant les années 2014, je crois. Je m'excuse, je connais la date exacte, mais là je ne l'ai plus en tête. Pendant 3-4 ans, on a pu, avec des avantages, on avait même la première année un bonus de 20 € d'impôt qui était supprimé, puis enfin, des avantages, on pouvait faire la déclaration un mois plus tard que les autres. Enfin, bon, il y avait une situation favorisante. Et une année, ça a été inversé. C'est-à-dire que c'était la déclaration en ligne qui était le mode principal. Et on pouvait encore faire la déclaration par imprimé, mais il fallait faire la démarche, et puis ça devenait un petit peu lourd et compliqué. Donc, le nudge, il est là. Donc, 1, transition, et 2, au moment donné, on bascule entre la solution par défaut, c'est-à-dire celle pour laquelle il n'y a rien à faire, ou presque, sinon me laisser faire, puis celle où il faut vraiment décider de... Voilà. On a un autre exemple pour le don d'organes. Mm-hmm. Hein, pendant très très longtemps, on pouvait donner ses organes en décidant de faire. On faisait la démarche avant, évidemment pas après, on anticipait, on organisait la chose, et la solution, c'était la solution en quelque sorte volontaire qui était la principale. Le refus faisait partie évidemment de cette démarche, mais on n'avait pas besoin de faire de démarche spécifique pour refuser.
Donc le refus, c'était la solution par défaut. Si on ne faisait rien, si on laissait courir les choses, on n'était pas dans un organe. Et puis, à partir des années 80, et ça a été réactualisé dans la loi bioéthique d'il y a 2 ans, c'est l'inverse qui s'est produit. Voilà. Nous sommes tous des donneurs d'organes potentiels. Sauf si nous faisons une démarche très complexe, enfin pas simple en tout cas, pour refuser. C'est l'inverse qui s'est produit. On dit nous sommes présumés consentants. Présumés consentants. Voilà. Donc la solution par défaut est un autre exemple d'un nudge. Ce n'est pas la solution par défaut en elle-même, mais c'est le changement entre la solution à choisir et la solution par défaut. Quand vous basculez, le comportement nouveau devient la solution par défaut, pour laquelle vous n'avez aucune démarche particulière à faire, et l'autre solution, la solution antérieure, doit faire l'objet d'une démarche compliquée, ou en tout cas très volontaire. Ça, c'est un exemple qui montre bien que il n'y a pas que de la psychologie. C'est un peu plus sophistiqué que ça. On pourrait dire, ça c'est ce que disent les psychologues, la solution du basculement de la solution par défaut repose sur l'inertie, le trait psychologique de l'inertie. C'est-à-dire qu'il paraît que nous avons de l'inertie, et si nous préférons ce qui ne nous demande aucun effort, et nous hésitons pour tout ce qui nous demande un effort. C'est-à-dire que c'est pas une vision de l'humanité qui est passionnante, et je suis pas absolument sûr que ce soit exact. En revanche, on voit bien dans l'exemple du don d'organes que on fait comme si donner ces organes était un consensus de la quasi-totalité de la population au nom de valeurs partagées, une certaine conception de la solidarité, de la générosité, etc., de la vie en commun, de l'être ensemble. Voilà. Et celui qui décide de refuser, il faut qu'il ait le courage et qu'il ose s'opposer à ça, se stigmatiser lui-même, se singulariser. Alors, il y a des tempéraments qui aiment se singulariser. Mais on voit bien qu'il s'agit là bien d'autre chose que l'inertie. Est-ce que j'appartiens à ce consensus, ou est-ce que je suis un être singulier qui ne participe à aucun consensus? Donc, je pense qu'il y a des ressorts multiples dans les nudges, mais le principe est toujours de laisser le choix, mais en général de modifier l'attrait ou la faisabilité des deux branches d'un choix. Si par exemple vous avez dans un grand espace public le choix entre un ascenseur, un escalator et un escalier avec des marches, et qu'on veut vous faire monter l'escalier avec les marches, parce que c'est meilleur pour la santé, parce que ça consomme moins d'énergie, etc. Alors là, on invente un nudge. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir rendre l'escalier ou bien attrayant, ou bien curieux, ou persuasif, et donc on va le décorer, par exemple. Et je connais même, je ne sais plus dans quel pays, il y a un escalier piano, c'est-à-dire les marches sont transformées en touches de piano, et quand on monte, on entend la musique d'un piano. Donc, et pendant ce temps, évidemment, les autres ne sont pas travaillés, ce sont des instruments techniques, des prothèses pour gens qui ne peuvent pas monter avec leurs pieds. Donc il s'agit toujours de maintenir le choix, mais de modifier l'agrément, modifier la promesse, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que c'est une solution qui protège en partie la liberté. Je dis en partie parce que tout de même, on exerce une pression pour que le choix se fasse plutôt dans un sens que dans l'autre. Sinon, autant ne rien faire. Mais en tout cas, la liberté de choix existe toujours, enfin, formellement, en quelque sorte. La liberté de choix existe toujours, mais le choix a reçu un petit coup de pouce dans un sens plutôt que dans un autre. Et on ne s'aperçoit pas,
aujourd'hui de l'étendue de ce type de solution. D'abord, quand on regarde un peu les exemples, il y en a dans tous les domaines de la vie publique, tous. Vous voyez, par exemple, dans celui des transports, les bandes rugueuses ou les bandes blanches plus ou moins rapprochées sur les routes avant les virages. Nudge. En ville, il y a des trottoirs qui sont surmontés par des simulations de petites murailles en 3 dimensions, en projection bien sûr. Nudge. Dans le domaine de la santé, multiples exemples. Dans le domaine de l'alimentation, quand on décide de diminuer les déchets alimentaires, enfin le gaspillage alimentaire dans une restauration collective, la seule manière d'y arriver, c'est d'utiliser des nudges. Quand on veut que les gens, dans ce genre de situation, mangent moins, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien mangent moins de certaines choses et un peu plus d'autres choses. On ne met pas les mêmes tailles d'assiettes. On ne dispose pas les assiettes de la même manière sur les présentoirs, etc. Et c'est toujours le même principe. Ou bien, il y en a un qui concerne les mégots de cigarettes dans la rue. On a transformé c'est pas des poubelles à mégots, mais enfin c'est l'équivalent d'une poubelle à mégots, en panier de basket. Alors, donc il y en a 2. Hein, de quelle équipe êtes-vous supporter ? Voilà. Donc, ça c'est la première chose. L'extension, c'est le nombre de sujets qui sont traités avec des nudges. Ça c'est considérable. Autrement dit, il n'y a aucun domaine où on ait besoin de changer un comportement quotidien qui échappe au nudge. La deuxième chose, c'est la multiplication. Ça, en France, la multiplication a été un peu plus lente qu'ailleurs. Elle s'est beaucoup développée d'abord dans les pays anglo-saxons. Principalement en raison du rapport à la liberté comme valeur et au rapport au droit. Parce qu'en France, le droit est prioritaire. Et quand la loi parle, on ne joue pas avec la loi, parce qu'il y a un peu de jeu dans les nudges. On agrémente les choses, on se fait plaisir. On applique, auquel cas on n'a droit à aucune récompense, et on n'applique pas, donc on est puni. Et puis, dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne aussi, la question de la liberté individuelle est quelque chose qui est profondément partagé de toute tendance politique confondue, même presque plus à droite, à l'extrême droite qu'à gauche, ce qui est un peu différent de l'Europe occidentale. Et donc, ça s'est vraiment développé très vite dans ces pays-là, et avec un petit retard dans les pays latins. En France, voilà. Mais tous les gouvernements maintenant, ou presque, ont des missions, des cellules, des équipes nudge. Voilà. Il y en avait une chez Obama, il y en avait une chez Cameron, il y en avait une... et puis petit à petit, ça s'est diffusé. Même dans les monarchies arabes, il y a des cellules nudge. Et puis, je n'ai pas observé le mouvement encore parce que je n'ai pas assez d'informations auprès des collectivités régionales. Je ne sais pas, par exemple, en Allemagne, si les Länder ont leur propre solution nudge. En France, les régions, je ne crois pas. Enfin, moi, j'en ai discuté avec le vice-président de la recherche de la région Aquitaine, mais parce que ils étaient financeurs de notre équipe de recherche, de notre programme de recherche. Mais je ne pense pas que ce soit encore arrivé là. En revanche, ça arrive au plus près de tous les citoyens, dans leur quotidien. Si les leviers sur lesquels on joue sont bien ceux qui fonctionnent en réalité, parce qu'on peut croire qu'on agit sur tel levier et en fait c'est sur un autre qu'on agit. Par exemple, tout à l'heure je donnais l'exemple, on croit qu'on agit sur le levier d'inertie, et en fait, on joue sur le levier d'appartenance. Oui, à la norme sociale, enfin voilà.
Donc, sur quel levier on s'appuie vraiment, et pas seulement celui sur lequel on croit, voir si les explications existantes du fonctionnement des nudges, qui sont pratiquement toutes de nature psychologique, sont suffisantes pour comprendre et ensuite éventuellement faire évoluer la méthode pour les produire. Et puis on s'intéresse aussi à la manière dont ils sont conçus et mis en place. On a proposé à la région de constituer un groupe, informel, de production, de propositions, de solutions nudge. Mais pour faire de la méthode. On n'a pas encore de réponse, on n'est pas là, de toute façon, ce sera sans doute d'autres gens que moi qui m'en occuperont, parce que je ne suis pas tout seul d'ailleurs dans cette affaire-là, j'ai des collègues du Centre de recherche éthique, et en particulier Cécile McLaughlin, qui est maîtresse de conférence et qui est à l'origine même du programme qui nous a permis d'être financés par la région. Donc, peut-être que certains d'entre nous deviendront des inventeurs et des producteurs de nudge. Mais il faut commencer par comprendre et maîtriser la connaissance de tous les leviers. Il y a une autre dimension aussi, qui est que nous croyons, nous, sémioticiens, formés en sciences du langage, que le nudge est une affaire qui touche la collectivité et la communauté, et pas simplement les choix individuels. Et d'ailleurs, modifier le choix d'un individu, ça n'a aucun intérêt. D'abord, il faut modifier le choix de tous les individus. Et on observe bien que le choix de tous les individus repose sur quelque chose qui se passe entre les individus. Quand on explique, comme un nudge utilisé par l'équipe de Cameron, à tous les gens qui n'avaient pas payé leur impôt à temps, 90% de vos voisins ont payé leurs impôts depuis une semaine, on utilise un groupe qui existe ou qui est en train de se constituer. Ou bien quand on dit à porte sous la lumière, il y a 85% des étudiants qui ont éteint ce mois-ci la lumière avant de sortir, là aussi on fait référence à une collectivité. Donc non seulement les leviers, mais aussi les domaines pertinents pour comprendre. On ne peut pas comprendre complètement les nudges si on n'a pas cette perspective collective en tête. Et je pense qu'il y a une dimension pour laquelle, pas seulement la sémiotique, mais les sciences humaines qui ont une dimension critique, doivent réfléchir encore. Vous l'avez tout à l'heure soulevé directement d'ailleurs, en parlant des nudges qu'on voit et des nudges qu'on ne voit pas, à savoir la question de la transparence. Et l'autre question qui vient tout de suite derrière, c'est quel est le type de société qui nous est proposé à travers ce type de persuasion. Alors sur la question de la transparence, c'est compliqué parce que on sait que l'effet d'un nudge est beaucoup plus durable, beaucoup plus profond, si à un moment donné du changement de comportement, alors ça peut être en même temps, un peu après, ou quelques temps après, il y a un échange avec les intéressés sur les valeurs qui sont en jeu dans ce qu'ils ont fait, dans le changement de comportement qu'ils ont eu. Ça joue un rôle d'ancrage et ça évite que ce petit moment de jeu dans lequel on passe d'un comportement à l'autre, on en reste là. Voilà. Donc, c'est clair que celui qui voit la première fois un passage pour piétons transformé en petite muraille, la première fois, ça le surprend. Bien. Donc, il s'arrête. Mais il se rend vite compte, évidemment, que ce n'est qu'une simulation. Et comment se fait-il que la deuxième fois, il s'arrêterait aussi ? Parce qu'il adhère à quelque chose. Puisque la première fois, il a été surpris, la deuxième fois, il n'est pas surpris, la troisième, encore moins. Et donc, il y a un moment où on doit changer de registre. Bien. Alors, ça, c'est pas prévu dans les nudges. Il est très rare, par exemple, que on ait une communication du commanditaire du nudge
sur les valeurs qui ont été mises en jeu, sur les résultats, sur les bénéfices collectifs. Le passage de la déclaration sur imprimé, déclaration en ligne, a fait l'objet, je crois, d'une évaluation. Il y a peut-être une communication sur. J'ai un vague souvenir. En tout cas, ça a été vraiment très très léger. Il n'y a pas eu de marquage. De toute façon, c'était irréversible. Donc, voilà. Quand c'est irréversible, on se croit dispensé d'expliquer pourquoi, comment, avec quel résultat. Donc, je pense que là c'est un premier point. La transparence, il y a un moment donné où elle doit entrer en ligne de compte pour faire durer. Alors peut-être qu'il n'est pas nécessaire que le nudge soit transparent tout de suite, soit transparent avant. Oui, donc après la transparence, je disais, il y a un autre aspect des choses, c'est de quelle société nous parle-t-on ou quelle société nous promettons avec ce genre d'intervention. Puisque il s'agit, tout simplement, de la manière dont les pouvoirs publics s'y prennent pour obtenir le consentement de la population des choix politiques qu'ils font pour eux. Bien. C'est la base. Donc, sans rentrer dans le détail de la nature du consentement, on peut entrer dans le détail de quel type de consentement on obtient, etc. Mais c'est surtout quelle est la méthode qu'on utilise pour obtenir le consentement. Donc, dans les années 1980, il y a des auteurs et chercheurs américains, Chomsky et Herman, qui avaient publié un gros bouquin qui s'appelait « La fabrique du consentement » et qui était entièrement consacré à l'étude de la propagande du gouvernement américain auprès de sa propre population sur des grands sujets historiques comme la guerre du Vietnam, tel ou tel événement au Nicaragua ou ailleurs. Enfin, il y a tout très très boutin, très documenté, évidemment pour dire que l'ensemble des médias possédés par l'ensemble des très grands groupes financiers et des patrons américains, eux-mêmes activés ou en liaison avec les responsables de partis, élaboraient des campagnes de propagande pour mentir, déformer la vérité, dénigrer ceux qui voulaient dire la vérité, etc. Donc, et ça, c'est une. Bon, il y a d'autres méthodes. Il y a les méthodes staliniennes et les méthodes nord-coréennes, etc., qui, elles, relèvent de la contrainte pure et simple et de méthodes totalitaires. Mais on voit bien que le nudge n'est. Pardon, excusez-moi, je finis. Les chercheurs en question, Chomsky et Herman, faisaient remarquer que c'était la solution naturelle en démocratie, ce qu'ils observaient pour les États-Unis. D'une certaine manière, c'était le prix à payer pour être en démocratie que d'être manipulé comme ça par une propagande aussi massivement orchestrée par les médias, puisque les médias sont des lieux d'expression, que la liberté d'expression, on ne peut la retirer à personne, y compris à ceux qui veulent nous persuader contre notre gré. Bien. Et on voit bien que donc les nudges ne participent évidemment ni des méthodes de consentement obtenues par des moyens dictatoriaux, ni même par ce qui était au XXe siècle la propagande d'État par les masses médias. Parce que, bon, je prends cet exemple qui était américain, mais on pourrait faire la même analyse pour la France des 30 Glorieuses, pour que sais-je. Enfin, il y a eu aussi une période où les politiques publiques étaient portées par la propagande médiatique. Bien. Le général de Gaulle était un usager bien connu, et puis d'autres moins connus, mais... Et aujourd'hui, de quoi nous parle-t-on? Alors, les nudges pourraient être une sorte d'avatar de la propagande en régime démocratique, celle qui était portée par les masses médias, puisque là, elle serait portée par d'autres types de techniques, mais il y aurait le même dispositif, c'est-à-dire des gens qui sont là pour penser à notre place et qui conçoivent quel est le bien et qui font en sorte que chaque individu se comporte en fonction de ce qu'on pense qui est le bien pour lui et pour tous.
Donc, entre les deux, un dispositif pour obtenir le consentement, c'est le même modèle, d'une certaine manière, que la propagande par les masses médias. Alors, moi, j'observe que depuis leur création, les nudges, en gros à la fin du XXe et au début du XXIe, les méthodes ont beaucoup changé. C'est-à-dire que la mise en place des nudges est de plus en plus participative. Elle est de plus en plus ancrée sur les expériences de terrain des personnes concernées. Les évaluations des différentes solutions sont presque, chaque fois qu'on prend le temps et que la méthode est bien sont faites par les intéressés eux-mêmes. Les premières expériences en grandeur nature qui doivent permettre encore de choisir des solutions, soit d'améliorer la solution existante, sont faites aussi, non seulement avec des intéressés, des vrais gens, dont le comportement doit être modifié, mais qui acceptent de jouer le jeu, ou même évalués par eux. Donc, on peut même imaginer que la création et la mise en œuvre des nudges est une vie après leur première mise en place, à savoir des correctifs, des évolutions, des adaptations, etc., et que ça reste participatif. C'est pas facile à organiser, mais c'est de plus en plus ce qui se fait. Et là, voilà, on voit apparaître une autre manière de construire le consentement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore de quelle société il s'agit, on ne sait pas comment l'appeler, on ne sait pas de quel régime politique il pourrait s'agir, mais on voit bien que c'est une autre manière de fabriquer le consentement par une participation active des intéressés. Je ne sais pas si l'automanipulation vaut mieux que l'hétéromanipulation, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas exactement la même chose concrètement. Et d'ailleurs, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Donc la question reste ouverte. Mais pour pouvoir avancer sur cette question, on a vraiment besoin de gens qui regardent attentivement l'évolution, non seulement les nudges eux-mêmes, mais ça finit par être fascinant et répétitif, parce que non seulement beaucoup sont inventés sur les mêmes moules, mais c'est une liste infinie. Donc, le corpus d'études enfle sans forcément se transformer. En revanche, sur les méthodes de mise en place et de conception, là, il y a quelque chose à suivre attentivement. Moi, je suis très étonné de découvrir à quel point les milieux politiques sont peu informés de ces dispositifs. Du moins en France. Mais pas seulement. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas parce que Barack Obama avait une cellule nudge pour appliquer ses politiques publiques en matière de santé et d'autres domaines que tous les Américains sont au courant et que tous les politiciens américains étaient au courant. Bon. En France, il y a une équipe nudge, mais qui est vraiment très, très dissimulée, comme sous-direction d'un programme quelque part à l'intérieur du secrétariat général du gouvernement. Vous voyez ? Bon. Donc, il faut bien chercher. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces recherches, je me suis adressé à des gens que je connaissais de par mes anciennes fonctions, conseiller à l'Élysée ou ailleurs, etc., ou directeur scientifique dans tel ministère, pour savoir si, il y avait des contacts intéressés, si on pouvait nouer des partenariats pour être utile. Voilà. Et la réponse qu'on m'a faite, toujours, c'est « Ah, mais c'est très intéressant, mais j'en entends jamais parler autour de moi. » Bon, donc je suis très étonné. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine a fait un geste significatif. Elle a accepté, peut-être souhaité, financer une recherche sur un sujet dont on n'avait peut-être jamais entendu parler non plus. Le vice-président Gérard Blanchard est venu inaugurer le colloque qu'on a fait à Limoges fin de 2019, et lui, il s'était documenté. Il a fait une très belle introduction où il a expliqué comment, eux, sans le savoir, ils avaient eu des démarches comparables, enfin proches en tout cas, ou qui pouvaient s'appeler nudge en matière de politique publique. Donc la première chose, je crois, c'est que notre rôle, c'est de diffuser et de faire connaître pour savoir, pour que les gens sachent qu'il y a une source possible d'action et d'inflexion qui est à leur disposition
et que si ce n'est directement la recherche, du moins, enfin, des instruments de valorisation de la recherche peuvent nous y aider. Mais il y a l'aspect politique aussi. Alors politique au sens profond du terme. Je crois que nos concitoyens doivent savoir de quelle manière ils sont manipulés. Je ne mets pas d'inflexion négative dans manipulation. Les sociétés ne peuvent pas vivre sans manipulation. Les couples ne peuvent pas vivre sans manipulation. Les familles non plus, etc. Donc, mais il y a des manipulations qui sont transparentes et d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont respectueuses, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui... Voilà. Donc les gens doivent savoir comment ils sont manipulés. Ils croient peut-être qu'ils sont manipulés par les médias. Et moi, je serais tenté de leur dire, vous le croyez, parce que c'est ce qui est le plus visible, mais statistiquement et en poids dans votre vie, c'est de moins en moins vrai. Vous êtes peut-être massivement manipulé à travers les médias pour ce qui concerne vos croyances, mais pour ce qui concerne vos comportements quotidiens, ça passe par d'autres canaux. Et qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est vos croyances ou est-ce que c'est tous vos comportements quotidiens sur tous les aspects de votre vie quotidienne? Un autre élément qui va produire probablement, sinon une explosion, du moins une diffusion encore plus grande de ce genre de choses, ce sont les assistants personnels, électroniques, digitaux. On va vous installer des machines à nudge à travers les haut-parleurs connectés, enfin, vous savez ce que c'est. Donc il y a un potentiel de développement qui fait que les citoyens doivent être informés. Ils doivent savoir que c'est un des moyens par lesquels on va les conduire à modifier leur comportement. Parce que je crois qu'il y a une sorte d'aveuglement aujourd'hui qui n'est pas injustifié, hein, mais un aveuglement autour de la question des fausses croyances, des fake news, etc. Bon. Les fake news sont une infection, ça c'est certain, qui est entretenue par les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux n'infléchissent pas mon comportement au quotidien. Et après, les réseaux sociaux ne sont pas là quand on est en train de prendre le volant ou quand on est en train d'acheter quelque chose au supermarché. Ou non. Ce qui est là, présent, c'est des nudges. Donc, je pense que c'est en termes d'information. C'est pour ça que volontiers, moi, j'ai accepté de venir vous parler. C'est pour ça que volontiers, j'ai accepté de faire une conférence pour l'université de tous les âges à la rentrée en octobre. Parce que c'est pas les chercheurs qui ont besoin de savoir. Là, ils ont compris, ils ont travaillé dessus, et maintenant, il faut que ce soit les citoyens qui soient mis au courant. Alors, moi, je pense que c'est pas un sujet qui, du point de vue de la recherche, va nous tenir pendant 10 ans. Vous voyez, à un moment donné où on aura fait le tour du problème, et le vrai problème, il sera plutôt complètement dans la diffusion. Et encore peut-être dans le suivi des méthodes. Parce qu'on peut changer complètement la nature, je dirais, symbolique et politique des nudges, en choisissant la bonne méthode pour les concevoir et les mettre en œuvre. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder, il tient beaucoup, parce que c'est la dimension sociétale et politique de la question du problème. Ça a l'air d'une toute petite chose, et en fait, ça nous concerne massivement.